Alors, le point de départ de ce roman, c'est une photographie qui date de 1993 et sur laquelle on voit un jeune couple abattu par des snipers sur un pont de Sarajevo. Ce jeune couple était mixte puisque la femme était bosniaque et l'homme était serbe et leurs dépouilles sont restées sur le pont pendant une petite semaine avant qu'un commando serbe ne vienne les récupérer. Cette photographie a fait sensation à l'époque, elle a été très exposée, notamment pour illustrer la liquidation de l'idéal pluriethnique de la Bosnie-Herzégovine, mais au-delà de l'écœurement qu'elle suscitait, à l'époque, moi j'avais ressenti un vrai malaise devant la manière dont cette image était exploitée, avec beaucoup de sentimentalisme et de pathos. Il y a même eu, je me souviens, un documentaire américain qui s'intitulait « Roméo et Juliette à Sarajevo ». Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de nier la charge émotionnelle de cette photographie, mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette image, c'est qu'elle concentrait toute la misère et l'ambiguïté de la situation à Sarajevo, avec ces chefs de gang qui ne savaient plus ni sur qui, ni pourquoi ils tiraient. Et à la fin, donc, dans une guerre, on s'aperçoit que les motifs initiaux qui ont inauguré la violence finissent toujours par se perdre et qu'on en arrive à des situations inextricables ou par extension des situations de perdant-perdant que cette image incarnait parfaitement. Ça, c'est le volet événementiel. Le point d'ancrage du roman est aussi existentiel puisqu'il part d'une anecdote qui m'a été confiée par un proche qui a servi en ex-Yougoslavie comme casque bleu à l'époque et notamment dans la zone de Biace lors de son évacuation. Il a été chargé avec son unité par mesure épidémiologique, de liquider tous les animaux et chats qui erraient dans la ville désertée. Et c'est la seule fois où il s'est servi donc de son FAMAS. Et donc les animaux jouent ici un certain rôle. On se situerait plutôt dans un registre allégorique. En règle générale, quand on tue massivement des animaux, l'étape suivante, donc, ce sont les hommes. Et c'est ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie quelques années plus tard, notamment à Srebrenica, avec donc, le massacre que l'on connaît. Donc c'est une façon aussi d'aborder la violence historique par un biais de l'aborder de manière oblique. Alors il est intéressant de noter que ces deux mots proviennent de la physique, tous les deux, puisque résistance, au sens physique du terme, c'est la force qu'oppose un corps aux différentes actions qui vont s'exercer sur lui. Et la résilience, eh bien, c'est la capacité de certains matériaux à résister au choc ou à retrouver leur forme initiale. On parle d'ailleurs de coefficient de résilience. Alors au sens figuré, la résistance, c'est bien sûr la capacité d'un individu à s'opposer à une autorité, dont il n'approuve pas bien sûr les projets. Lorsque le mot est majusculé, cela renvoie à la Seconde Guerre mondiale. Et quant au mot résilience, eh bien, il a été mis à la mode en quelque sorte par l'éthologue Boris Cyrulnik, qui l'a développé comme concept à partir de l'observation des survivants des camps de concentration. Alors à titre personnel, ces mots ne résonnent pas vraiment en moi, d'une part parce que je ne me sens pas du tout un résistant au sens politique du terme, et d'autre part parce que je me méfie un petit peu de l'usage que l'on peut faire d'un mot comme résilience, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, ou plus vulgairement ce que moi j'appellerais la positive attitude. Alors maintenant peut-être que le terme de résistance sonne à mon insu à travers ce livre, puisque j'ai évoqué tout à l'heure Srebrenica et la purification ethnique, et on sait que celle-ci a eu lieu avec la complicité passive de la communauté internationale, alors qu'au même moment, on célébrait le 50e anniversaire de la libération des camps de concentration. Donc on peut penser que cette purification ethnique était une victoire posthume de Hitler, et bon, moi je déteste les commémorations, ce que Nietzsche appelait la mémoire antiquaire. Pour moi ça relève toujours d'une forme de faiblesse mémorielle, voire même d'une forme de fausse conscience, et c'est la meilleure manière de renoncer à ces principes. Donc si il y a une forme de résistance dans ce livre, elle serait peut-être là, dans le refus de l'oubli et dans une attitude d'opposition face à la manière dont on écrit l'histoire. Et d'ailleurs, pour moi, toute forme de littérature digne de ce nom doit être du côté de la contestation sociale, politique, donc du côté du négatif. C'est une question piège. Je vais
tenter d'y répondre. Néanmoins, spontanément, j'aurais envie de vous dire sauver de quoi, puisque le verbe sauver est un verbe transitif. Qu'est-ce qu'il faudra encore sauver? C'est la question que je me pose. Bon, il faudrait peut-être aussi signaler que dans le verbe sauver, il y a une légère connotation un peu religieuse. Donc, alors tout ça me rappelle un peu un propos que Enzensberger, un Allemand, avait tenu lors d'une conférence donnée à New York dans les années 70, dans lequel il faisait le constat que la littérature, dans une société de masse, avait perdu son privilège, et que ce privilège s'était effrité, dissipé, comme un médicament, et qu'il ne restait plus que le dépôt. Et donc, bon, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le dépôt qu'il y a au fond du verre. Bon. Mais à titre personnel, quand même, je doute que cette dissipation, que ce qui reste donc au fond du verre, puisse apporter quoi que ce soit à l'humanité, et encore moins à la sauver. Alors ça, c'est pour la littérature en général, et sur le roman noir en particulier, j'aurais même tendance à dire de manière un peu provocante que le rôle du roman noir consiste justement à ne rien sauver du tout. Là, ça me rappelle une phrase de Manchette qui disait que naguère un crétin craignait de désespérer Billancourt, et qu'il s'agit en fait de désespérer tout le monde. Donc voilà, pour moi, je ne pense pas qu'on puisse assigner au roman noir une quelconque vocation édifiante. La littérature édifiante, c'était bien au Moyen-Âge, dans une société, dans un monde unitaire, mais nous ne sommes plus dans un monde unitaire. Alors cela dit, le rôle du roman noir consiste aussi à mettre en colère son lecteur, et concernant donc ce roman, Autopsie des ombres, il y a aussi peut-être la volonté d'écrire l'histoire autrement, puisque, comme le disait Walter Benjamin, si l'ennemi triomphe, même les morts ne sont plus en sûreté, et donc il y a aussi cette volonté peut-être d'opérer un sauvetage, mais qui ne sera un sauvetage que par transfert.